Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, dépouillement en cours en Guinée-Bissau. Ce dimanche avait lieu le scrutin présidentiel. Une élection cruciale puisqu'elle se tient à la suite de vives tensions entre le président José Mario Vaz et le parti au pouvoir qu'il avait fait élire en 2014. Une agriculture viable mais respectueuse des écosystèmes, c'est le credo de Michel Babadjibé. Ce docteur vétérinaire béninois a mis au point le concept village des paysans, un centre d'innovation verte pour la restauration des économies villageoises. Et Dakar organisé ce samedi son premier grand carnaval, une édition placée sous le thème Territoire du Sénégal, une fête des cultures et des traditions, illustration de la diversité du pays. Mais tout d'abord au Burkina Faso, les 4 travailleurs portés disparus depuis ce vendredi 22 novembre ont été retrouvés. Cette équipe composée d'un expatrié et de 3 Burkinabés effectue une mission dans l'ouest du pays sur l'axe Ouo-Sidéradougou. Le véhicule qui les transportait avait été découvert les portières ouvertes sans ses occupants. Une note du gouvernement parle de 4 otages libérés qui doivent être reçus par le Premier ministre burkinabé. En Guinée-Bissau, l'heure est au dépouillement. Ce dimanche, les Bissau-Guinéens votaient pour élire leur nouveau président. Parmi les 12 candidats en lice, le président sortant José Mario Vaz. Un scrutin sans incident majeur, mais dont l'issue est cruciale. La stabilité, c'est l'enjeu majeur de cette élection. Aïssa Toubari. Les Bissau-Guinéens se sont rendus aux urnes dimanche 24 novembre 2019 pour élire leur nouveau président. Une élection qui devrait permettre au pays de commencer un nouveau départ, mais qui suscite à la fois espoir et crainte dû en grande partie à son histoire politique. Rappelons que le président José Mario Vaz est le premier président démocratiquement élu à avoir achevé son mandat depuis l'indépendance du pays en 1974. Ficamos a saber definitivamente. Nous savons maintenant qu'après 5 ans, il est possible de rester dans un palais présidentiel en Guinée-Bissau sans avoir à subir un coup d'État ou tout autre type d'événement qui puisse compromettre la paix dans le pays. Nous avons créé les conditions pour que les futurs présidents puissent gouverner dans la paix. Quel que soit le résultat de cette élection, le nouveau président devra faire face à de multiples défis. De l'avis de certains analystes, le maintien d'un climat politique apaisé pourrait permettre au pays d'entamer un processus de développement pérenne et durable. Celui qui veut être élu président devra unir le peuple de Guinée autour de la même cause pour rétablir la paix en Guinée-Bissau. Il doit être un président tolérant qui puisse accepter les autres afin que la haine qui règne dans ce pays puisse disparaître. Les premières tendances sont attendues en début de semaine. Quant au second tour, sa date est fixée au 29 décembre 2019. L'élection présidentielle se tient dans un contexte de vive tension entre le président sortant José Mario Vaz, candidat indépendant à sa propre succession, et le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, PAIGC, d'où il a été exclu. C'est pourtant sous les couleurs de ce parti majoritaire au Parlement qu'il a été élu en 2014. Faciliter l'accès à la propriété, c'est l'objectif du programme lancé par la Banque rwandaise de développement en collaboration avec l'Office rwandais du logement. Le programme permettra d'accorder des prêts moins chers et d'une durée plus longue aux primo-accédants. La mesure devrait notamment bénéficier aux jeunes. Nelly Claude Bessa, commenté par Victoria Sedji. L'accès au logement décent et abordable au Rwanda a toujours été un véritable casse-tête pour les autorités du pays. Pour y remédier, la Banque rwandaise de développement et l'Office rwandais du logement ont lancé un programme visant à offrir aux Rwandais des hypothèques moins chères lors de leur premier achat de maison. Le projet de financement du logement présente aux citoyens des hypothèques moins coûteuses et une durée de paiement plus longue allant jusqu'à 20 ans. En favorisant l'accès au logement, cela va accélérer le retour notamment des Rwandais au pays. Et un tel montage financier permet alors de réduire essentiellement les inégalités sociales.
L'initiative financée à hauteur de 150 millions de dollars par la Banque mondiale intervient au moment où le secteur du logement au Rwanda est en proie à de multiples problèmes, tant du point de vue de la demande que de l'offre. Avec ce nouveau projet, les prêts hypothécaires qui se situaient autour de 16% stagneront désormais à 11%. Déjà même à 11% pour une moyenne de taux d'emprunt en Afrique, c'est déjà historique. Le gouvernement du Rwanda, à travers la Banque du Rwanda, supporte garante déjà de faire les investissements. Donc les risques notamment d'insolvabilité de la part des futurs locataires peuvent être alors atténués par le fait que l'État supporte caution garante en cas notamment de défense de la part de ces usagers-là. C'est une très bonne initiative. 11%, ça serait vraiment un taux historique. La Banque rwandaise de développement a indiqué que les bénéficiaires des prêts doivent être des citoyens et des résidents sur le territoire dont le revenu mensuel ne dépasse pas 700 000 francs rwandais. Les initiatives actuelles en matière de logement constituent une intervention contre une demande estimée à environ 31 000 unités de logement par an. Il était déjà connu pour avoir mis au point la maison du paysan. Michel Babadjibé, docteur vétérinaire béninois, est désormais à l'origine du concept Village des paysans, un centre d'innovation verte pour la restauration des économies villageoises. Car Michel Babadjibé, on est sûr, l'agriculture familiale doit se réinventer en prenant en compte les facteurs climatiques. Reportage de notre correspondant au Bénin, Lefti Ounou. Au Bénin, Michel Babadjibé, docteur vétérinaire, concepteur de la maison du paysan, située à Lokossa au sud du pays, œuvre pour le développement en milieu rural en Afrique. Icône des fermiers africains et béninois, il œuvre continuellement au renforcement des connaissances liées aux pratiques de l'élevage et de l'agriculture des agriculteurs, éleveurs et techniciens. À l'initiative de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, il a reçu dans son centre pour formation des bissos guinéens. Objectif, leur apprendre des techniques agricoles visant à booster l'agriculture familiale intégrée et intelligente face au climat dans les pays des petites îles en Afrique. Ce qui m'a marqué, c'est ce nouvel comportement de paysans et envers leur profit économique dans leur élevage. Ils ont vu la possibilité, à partir de la base traditionnelle dont ils disposent, de développer tout ce dont ils pourraient avoir besoin. Après la maison du paysan qui fédère une dizaine d'espèces animales sur une superficie de 700 m², Michel Babadjibé a entamé la marche vers la modernité à travers le village des paysans. Il s'agit d'un centre d'innovation verte pour la restauration des économies villageoises. Avec 10 poules, on peut faire 300 poulets vivants en 6 mois. On peut faire du maïs sans engrais chimiques. On peut produire les feuilles de laurier. On peut produire des légumes. On peut produire du poisson. On peut produire du compost. La maison du paysan et le village des paysans comportent plus de 3000 différentes espèces animales locales, notamment les volailles, les pigeons, les ruminants, les lapins et porcs. Environ 12 millions de francs CFA y sont investis par an afin d'assurer leur alimentation. Quand l'art soigne les maux au Nigeria, des personnes atteintes de maladies chroniques ou incurables participent actuellement à un programme d'art-thérapie. Le principe est d'utiliser le processus créatif pour soulager les malades et parfois même les soulager de leurs douleurs. Zahra Mohamed Mouchou. La thérapie par l'art, un projet développé ici, à Lagos, au Nigeria. Il est censé rendre le quotidien moins contraignant pour les personnes atteintes de maladies chroniques, comme Peter Oshokoya, atteint de drépanocytose, une maladie génétique très répandue qui se manifeste notamment par des crises douloureuses et un risque accru d'infection. Une pathologie difficile à accepter. Elle rythme la vie de beaucoup de malades. Mais avec la thérapie par l'art, à travers la peinture, la musique ou la danse, Peter Oshokoya et les autres patients trouvent un moyen de s'exprimer. C'est thérapeutique pour moi parce que c'est amusant. Ça te donne la possibilité d'être créatif. Quand tu fais de l'art, parce que l'art invite à la créativité, il fait ressortir le meilleur de toi. C'est ce que l'art fait. C'est une ONG locale qui gère le programme. L'organisation travaille avec des personnes frappées notamment par le cancer ou encore la drépanocytose. Fondé en 2016, le groupe organise gratuitement différentes activités dans les centres de santé et les hôpitaux du pays. Chaque semaine, les patients sont encouragés à participer à des sessions de musique, d'art et de thérapie par la danse. Le docteur Annette Akinsete
est la directrice nationale de la Fondation contre la drépanocytose. Il existe des preuves empiriques, comme je le disais, que l'admission à l'hôpital est réduite lorsque les patients sont impliqués dans l'art, mais pas seulement en tant que thérapie, mais dans leur environnement, vous mettez l'art partout. Le projet a bénéficié à plus de 15 000 patients, soignants et travailleurs de la santé au Nigeria, mais aussi dans d'autres pays, tels que le Ghana et l'Afrique du Sud. Et on part maintenant pour Dakar. La capitale sénégalaise a vibré ce week-end au rythme du Grand Carnaval. Une première édition où les 14 régions du pays étaient représentées. Les costumes et musiques régionales à l'honneur d'ailleurs lors de la parade qui avait lieu ce samedi. Notre correspondant El Adjaï n'a pas manqué le rendez-vous. Le boulevard du centenaire de Dakar a accueilli ce samedi 23 novembre une fête des cultures et des traditions. Organisée pour la première fois à Dakar, le Grand Carnaval a enregistré la participation des 14 régions du Sénégal, une mosaïque culturelle des peuples du Sénégal qui est présentée pour la première fois au monde entier. Cette fête des cultures et des traditions a permis aux amoureux de la culture de redécouvrir entre autres le Ndaourabine de la communauté Lébou, le Battle de Djembé, le Kankourang de la Casamance, les Bassari de Kédougou et le défilé des Signares de Ndar. Chaque groupe a mis en contribution son savoir-faire en la matière. On a amené les Bougarabou qui représentent les Djola, on a amené les Tabala qui représentent le peuple de Mour, on a amené les Tama qui représentent les Wala Wala, on a amené les Sabar, les Khin Baifal, on a amené tout ce qui est rythme et les Asiko pour vraiment montrer la diversité culturelle et la recette du folklore africain. Je suis là pendant un mois et c'était obligé que je participe à cet événement. C'était primordial quoi. Ça me permet de voir la diversité de la culture sénégalaise. Toutes les ethnies sont représentées parmi ces personnes-là. Les régions du Sénégal ont fièrement paradé toutes ensemble avec des costumes traditionnels, danse et musique régionale ou rythme. Selon les organisateurs, le Grand Carnaval de Dakar a montré le vrai visage du Sénégal, pays de la Teranga et celui des Sénégalais, un peuple accueillant, ouvert et sympathique. L'objectif du Grand Carnaval de Dakar, c'est de valoriser et de promouvoir la diversité culturelle du Sénégal. Donc les enjeux, c'est faire découvrir au monde, fêter les cultures et traditions du Sénégal et faire découvrir un petit peu au monde les divers visages du Sénégal. Cette première édition marque le début du Carnaval de Dakar qui sera organisé annuellement. Ouvert depuis le vendredi 22 novembre 2019, des conférences, concerts et dégustations du thiéboudienne sénégalais ont animé les 3 jours du Grand Carnaval de Dakar. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.